Il peut dérouler ainsi toute une série d'images, de scènes, de péripéties. Voilà de quoi est fait son passé. Il faudrait peut-être pour comprendre imaginer une immense toile au dessin terni, un rouleau gigantesque, qui enferme plusieurs années, et peint par un maître avec de mauvais crayons. L'ensemble est flou, estompé. Par-ci par-là apparaît une touche insolite, ayant gardé toute sa fraîcheur. Un trait noir et net comme une cicatrice récente. Un visage précis, sévère ou souriant. Une ruelle triste, aux maisons sombres. Une chambre étroite et encombrée, d'immenses hangars enfumés, une plaine nue et glacée, des forêts infinies. Un vrai tableau d'insensé. Et quand il se replace dans ce tableau, il sent très bien que c'est un autre qui s'y trouve. Il est naturel d'oublier. En somme, grâce à ces fantômes qui réapparaissent plus ou moins docilement, selon les jours, au gré des sollicitations, on pourrait reconstituer dans ces grandes lignes l'histoire d'Amar durant sa longue absence. Dès son arrivée à la gare de Lyon, après une nuit blanche dans le train, il constata que ses compagnons ne l'abandonnaient pas. Mais il se voyait perdu dans une inimaginable cohue, dans un enfer de rumeurs, de bruits, perdu dans la foule grouillante de tout un peuple qui s'éveillait. Il eut beaucoup de mal à ne pas s'égarer et à suivre les autres. Finalement, un de ses compagnons le prit par la main, et tous les quatre avancèrent ensemble, hésitants, timides, apeurés, l'air sérieux et humble. À la sortie de la gare stationnait une invraisemblable multitude de fiacres, omnibus, charrettes, voitures de toutes sortes, et même des automobiles. Et puis quel monde! Des enfants, des hommes, des femmes, qui semblaient tous pressés et avoir un but bien déterminé qu'il fallait atteindre rapidement. C'était la première impression. Certes, il voyait beaucoup de choses propres à l'étonner, à retenir son attention, mais le temps manquait. Il n'y a que les gens qui comprennent, qui soient capables d'admirer. Lui ne comprenait pas. Il était saisi d'une peur instinctive. Il avait une envie farouche d'en finir, de s'éloigner, de se reposer dans un coin tranquille et solitaire, avec ces gens qu'il connaissait et pour lesquels maintenant il éprouvait une véritable affection. Ils s'engagèrent dans le métro et débouchèrent, quelques instants après, sur un large boulevard aussi animé, aussi tumultueux que la gare. Amar suivait ses compagnons, qui semblaient partager son malaise et son indécision. Ils prirent une artère moins fréquentée, puis montèrent une petite rue, tournèrent encore à d'autres croisements et s'arrêtèrent enfin devant un vieil hôtel haut et étroit. Ils y entrèrent. Dans la salle du rez-de-chaussée, qui était un café, Amar vit des gens d'Irinsmen, qu'il hésita à reconnaître. C'étaient bien eux pourtant. Son visage s'épanouit. Les nouveaux venus furent accueillis avec des sourires protecteurs. Ils s'assirent tous autour d'une table, commandèrent à boire et se mirent à parler. De se voir parmi les siens dans cette petite salle obscure, de les entendre rire franchement, parler haut et en kabyle, Amar sentit une bouffée de bien-être s'exhaler de sa gorge et l'envelopper tout doucement.
Son séjour à Paris fut trop court. Il n'en garda que ce seul souvenir du premier contact. Il suivit ses compagnons dans les mines du Nord. Il y avait là-bas toute une colonie d'Irelnesmen. En somme, tout était simple du moment qu'il y avait à ses côtés des gens de chez lui. Les anciens ne semblent pas toujours se rendre compte du soulagement que leur accueil apporte aux nouveaux. Ils savent les mettre à l'aise. C'est tant mieux. Et qu'à se laisser aller, paraître impassible, attendre que les choses s'arrangent. Ils étaient là, dans cette petite ville de mineurs, une dizaine qu'Amar connaissait presque tous, vivant ensemble, travaillant au même endroit, partageant les mêmes lits, mangeant les mêmes plats et gagnant le même salaire. Il y avait parmi eux les sédentaires et les migrateurs. Les premiers repoussaient toute raison de vouloir retourner en Kabylie. Ils étaient contents de vivre en France et avaient des secrets pour dépenser leur argent. On finissait toujours par percer ce secret, car s'ils refusaient de songer à leur famille au retour, ils ne pouvaient se détacher de leurs compatriotes pour vivre à l'écart entièrement cette autre vie qui apparemment semblait les retenir. Non, ils restaient avec les autres, vivant exactement comme eux, n'ayant aucun vice en plus. Mais on sentait que ce vice était leur raison d'être. Voilà l'élément fixe de la cellule. Parce qu'ils oublient leur devoir de père ou de chargé de famille, ils se créent avec empressement des obligations envers leurs compatriotes novices. Ils les reçoivent, les soutiennent, les conseillent, les aident à s'organiser. Ils en tirent parfois certains profits, et toujours un orgueil légitime. Les migrateurs vont et viennent naturellement. Ils s'enrichissent, achètent des champs, se marient et, un jour ou l'autre, s'établissent à Irelnesmen. Ils disent du mal de ceux qui se sont fixés en France. Ceux-ci s'en moquent bien. Les sédentaires connaissent leurs devoirs. Ils n'y faillissent point. Que les malins s'en retournent à Irelnesmen. D'autres les remplaceront. Des pauvres, des jeunes, des ignorants. Comment les abandonner? Un jour, c'est précisément parmi ces jeunes que se recruteront de nouveaux sédentaires. C'est une question de destinée. Le personnage principal de la bande était Rabah, ou Hamouche, qui avait déjà 10 années d'exil et ne songeait guère à s'en revenir. Rabah était dans la force de l'âge. C'était un colosse velu, à figure large avec des yeux sombres, des cheveux noirs et une moustache toujours bien taillée. Il en imposait à tous avec sa grosse voix. Sa mine débonnaire et puissante, sa mise soignée. Ce fut Rabah qui procura aux siens la grande chambre qu'ils habitaient. C'était lui qui leur trouva du travail à la mine et qui servit de trait d'union entre les bureaux, la police et tous les kabyles de l'endroit. Il parlait aussi mal le français que le flamand ou les patois du Nord. Mais il se faisait comprendre et savait dessiner son nom avec une majuscule pour H, une autre pour R. Rabah ou Hamouche n'était autre que le cousin germain de Kamouma, le fils de son oncle paternel. Rabah reconnut en Amar son neveu, et Amar adopta sans hésitation cet oncle qu'il n'avait jamais connu et qu'il ne s'attendait pas à trouver là. Rabah se fit le protecteur et le mentor d'Amar. Le premier était fier d'exhiber un petit sauvage
sachant le français, mais farouche et naïf. Le second était heureux de trouver avec qui marcher sans crainte et sans souci. Au bout de quelques mois, Aamar se transforma. Il oublia Kamuma, Rassi et son village. Ils habitaient au bout d'une rue bien droite, bordée de maisons de briques, toutes identiques, hautes, sombres et tristes, mais qui parurent imposantes au petit Kabyle. Ils avaient une chambre au premier, une longue pièce au plafond enfumé, avec une fenêtre sur le pignon et une autre sur la façade. Sur le parquet sale et gluant s'alignaient 3 lits. Au fond, il y avait une vieille armoire, un matelas plié, et tout autour des ballots de linge, des couvertures. Près de la porte, une petite table pleine de vaisselle, à côté d'un poêle en fonte. C'était là qu'ils se retrouvaient ou se relayaient pour se laver, manger et dormir, chaque jour après le travail. L'image de ce dortoir sera toujours nette dans la mémoire d'Aamar. Il y passa 4 ans. La première année, il ne put travailler dans la mine. Il était trop jeune. Malgré l'insistance d'Aamar, le bureau refusa de le prendre. Mais l'année suivante, son oncle lui procura des papiers. Il changea d'état civil et descendit dans une fosse. Jusque-là, Aamar était cuisinier du groupe. On le payait suffisamment. Mais cela l'humiliait un peu de faire le ménage comme une fillette. Il songeait que la chose pouvait être sue de son père là-bas. C'était ennuyeux. Cependant, Rabah lui disait toujours qu'il fallait attendre. Le résultat fut que pendant cette année de repos, il grandit, grossit et devint tout à fait un homme. Dans un sens, il pouvait se considérer comme chanceux et en être reconnaissant aux gens de chez lui. Mais c'était là un avantage qui n'échappait à personne et qu'on lui faisait remarquer à l'occasion. Aamar aurait dû peut-être en rougir. Mais lui aussi, maintenant qu'il les connaissait tous, pouvait dire à chacun son fait. C'était un travail comme un autre. Il avait droit au respect. N'empêche qu'il accueillit la nouvelle de son oncle avec joie. Oui, il irait travailler dans la mine, se faire des muscles, se noircir, courir des risques comme un homme. Il songe souvent à cette lointaine période de sa jeunesse et il n'en est jamais content. Outre que certains de ses actes lui paraissaient à présent ridicules ou répréhensibles, il est des circonstances dont le souvenir éveille en lui une grande amertume et de grands remords. Et chaque fois, il a pris l'habitude de hausser les épaules, en fronçant les sourcils, comme pour chasser une idée gênante. Ceux qui font tout seuls l'apprentissage de la vie doivent lui ressembler. Une fois grands et éclairés par l'expérience, ils sont des juges impitoyables pour eux-mêmes. Non pour ce qu'ils sont maintenant, mais pour ce qu'ils furent. D'ailleurs, le juge est d'autant plus impitoyable qu'il est jeune et près du coupable. On s'élimine petit à petit. Le passé se détache avec les vieilles cellules, les pellicules de cheveux et les ongles qui cassent. Finalement, on devient indulgent pour sa jeunesse. On oublie. Parfois, cependant, une cicatrice s'obstine à rester et vous fait plier sous le poids du passé qu'elle évoque. C'est justement ce qui se passe dans le cas d'Aamar.